Salut l'équipe, c'est Ben, je suis content de vous retrouver pour ce qui est déjà la dernière vidéo de présentation des équipes d'Elite 2. Et oui, ça y est, on commence à en faire le tour, il ne reste plus que 6 à 7 équipes à présenter. Je vais m'intéresser donc aujourd'hui, si vous avez suivi, aux équipes que je vois jouer le haut du tableau, je dirais même le très haut du tableau, puisque je vais m'intéresser aux favoris et aux outsiders. Quelles sont donc les équipes qui vont se mêler à la course, à la montée directe pour la Betclic Elite. Comme d'habitude, je vous fais un petit rappel sur comment va se dérouler cette vidéo. Je commencerai tout d'abord par faire un petit flashback sur ce qu'il s'est passé pour chacune des équipes que je vais présenter. Je m'intéresserai bien évidemment à leurs moyens financiers. Et comme on est sur la vidéo qui va concerner les équipes qui jouent la montée, et bien forcément ce sont des équipes qui ont des moyens financiers assez conséquents. Après ça, je ferai le point sur le mercato, quels ont été les départs, quelles ont été les arrivées, quel a été le roster final, quel est mon avis honnête et sans filtre sur le roster de chacune de ces équipes, et puis bien évidemment, je finirai par d'un côté les joueurs à suivre, et puis bien évidemment mes craintes et mes motifs d'espoir pour ces différentes équipes. Ce qui me permettra donc à l'issue de la vidéo de vous dévoiler, ça y est, officiellement mon classement prévisionnel final, puisqu'à la fin de la vidéo, j'aurai classé toutes les équipes dans l'ordre de 1 à 20. Et donc à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à séquencer, on ressortira à la fin de la saison mon classement prévisionnel, car oui, dans ces previews, mon rôle c'est aussi de prédire un petit peu l'avenir et ce qu'il va se passer durant la saison. Allez, c'est parti, sans plus attendre, commençons par la première équipe que je vois donc terminer à la 6e place. Alors à la 6e place, je vais parler de l'équipe de Caen. Alors Caen, oui, ça a été une des petites surprises de la saison. Caen a réalisé une saison très solide, et si je dis que Caen a été une petite surprise, c'est tout simplement parce que Caen était un promu la saison dernière, et pour un promu, la saison des Canaises a été très solide. Elle a été très solide jusqu'au dernier tiers du championnat, parce que malheureusement, les Canais qui étaient alors en course pour se qualifier soit pour le play-in, soit pour les play-offs, mais plutôt pour le play-in, malheureusement ils ont subi une cinglante série de 7 défaites sur les 10 derniers matchs, ce qui a enterré en quelque sorte leurs ambitions de pouvoir se qualifier pour le play-in. Un petit peu dommage, car oui, sinon la saison de Caen a été assez régulière avant les 10 derniers matchs de la saison. Enfin, le dernier élément marquant, et là on va toucher à autre chose, c'est que Caen, ça a été le lieu qui a accueilli, qui a abrité la Leaders Cup la saison passée. On le sait, il y a une très belle salle du côté de Caen, et donc ça a été un petit phénomène du côté de la ville de Caen, l'organisation de la Leaders Cup qui s'est, ma foi, très bien passée. Peut-être même un petit peu dommage avec la formule de la Leaders Cup qui a changé, que tout simplement Caen n'ait pas pu disputer la finale de la Leaders Cup de Pro B, mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez anecdotique. Du côté des moyens financiers, alors oui, j'ai dit que Caen était un promu, mais Caen n'est pas un promu qui a un petit budget et une petite masse salariale. Regardez-moi ça, l'an dernier, Caen avait le 8e budget sur 20 clubs, je vous le rappelle, et la 3e masse salariale, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable pour un promu. Alors oui, personnellement, quand j'ai vu ces chiffres-là, ça m'a très étonné, et pour sortir une saison de ce calibre-là en étant un promu et avec leurs moyens financiers, ça annonce peut-être du lourd pour la saison à venir, mais regardons tout de suite le mercato pour en juger. Alors du côté du mercato, et plus particulièrement du côté des départs, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis de Caen malgré la plutôt belle saison. Malila Mutuale, un meneur d'expérience est parti. Louis Marnette, malheureusement, n'arrive pas à faire décoller sa carrière, il connaît quand même toutes les saisons des pépins physiques, des pépins cardiaques aussi, j'espère que ça va aller le concernant. Yann Sigwart ne reste pas au club, tout comme Mounir Bernaoui, Pierre Hannequin, Wendell Davis Jr. qu'on retrouvera du côté de Denain, et enfin Bali Koulibaly. Donc qui dit beaucoup de départs, dit forcément de l'autre côté beaucoup d'arrivées, et avec donc des moyens et une masse salariale qui est quand même très élevé, on peut s'attendre à de très belles recrues du côté de Caen. Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé à l'intersaison, avec d'abord une grosse signature, la recrue du meneur Siani Chambers. J'en reparlerai probablement un petit peu plus tard dans cette vidéo. C'est un très beau coup qu'a réalisé Caen, et oui, parce que Siani Chambers, c'était tout simplement le meneur qui a été très performant la saison dernière du côté de l'ADA Blois, l'équipe qui a terminé à la 2e place du championnat. Il a vraiment montré que c'était un patron, et donc voilà, Caen affiche aussi son ambition avec la signature de ce meneur américain. Pour l'épauler, sur le poste 1, il y aura Rudy de Maïs Balou, un jeune joueur mais qui a beaucoup de potentiel et qui va pouvoir
continuer sa progression au contact d'un meneur plus expérimenté. Sofiane Bricky aussi nous provient toujours d'Elite 2, voilà, il évoluait du côté de Saint-Chamond, de l'ASA, etc. On le connaît bien. Karl Kwame, aussi un jeune espoir, un jeune prospect qui va venir essayer de grappiller du temps de jeu. En tout cas, ça montre aussi que Stéphane Eberlin, eh bien, va essayer aussi de responsabiliser des jeunes joueurs. Ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Et enfin, on a deux dernières recrues qui sont, eux, des vétérans, en tout cas des joueurs qu'on a l'habitude de voir sur les parquets d'Elite 2, avec Clément Cavallo et Louis Cassier qui nous proviennent tout droit de Boulazac, l'équipe qui est montée à l'issue de la saison dernière. Donc un très beau mercato, un mercato très ambitieux avec pas mal de signatures de joueurs qui évoluaient dans des clubs de haut du tableau, du très haut de tableau d'ailleurs l'an passé, ce qui nous donne donc un roster avec voilà, 10 joueurs, des postes doublés, Siani Chambers au poste 1, Sofiane Bricky au poste 2, Rachad Davis qui reste au poste 3, Louis Cassier et Kentine Facey pour former la raquette qui devrait, je pense, être voilà, le 5 majeur, les 5 joueurs que j'ai cités. Sur le banc, on retrouve donc la recrue Rudy de Maïs-Balou, Antoine Rojeski qui reste lui aussi du côté de Caen, Karl Kwame, donc la recrue qui sera là aussi pour faire le 11e homme et essayer de prendre quelques minutes, Clément Cavallo qui va pouvoir alterner sur le poste 3 et sur le poste 4, et Marc-Edine Aurelia et Amara Cognier étaient déjà au club la saison passée. Donc on voit qu'il y a des recrues pleines d'ambition, des recrues voilà, qui sont des joueurs qui ont l'habitude de gagner, des joueurs confirmés de la division, et à côté de ça, on a quand même des joueurs qui sont dans la continuité, qui étaient là la saison passée, ce qui nous donne donc un roster quand même très homogène et très complet. Et s'il y a bien un joueur à retenir de ce mercato et donc du roster de Caen pour la saison à venir, c'est l'un de mes joueurs à suivre, c'est forcément Siani Chambers, voilà, j'ai commencé à en parler. Le meneur a réalisé une très belle saison du côté de l'ADA Blois, dans une équipe et surtout un collectif qui tournait bien. J'ai l'impression quand même que les équipes de Stéphane Eberlin, on l'a vu la saison passée, eh bien ce sont des équipes qui se basent aussi sur le collectif, et avoir un joueur qui a été capable de surnager au sein d'un collectif l'année dernière, celui de l'ADA Blois, eh bien ça annonce quand même peut-être de belles choses et une belle saison du côté de Caen. Siani Chambers, c'est un meneur qui est capable de prendre ses responsabilités, qui a énormément d'expérience, mais qui est aussi en quelque sorte un bon gestionnaire et un très bon passeur. Il faisait d'ailleurs partie des meilleurs passeurs de la division. Donc avec un joueur de ce standing là, ça annonce, je pense, une très belle saison du côté de Caen. Je vais beaucoup observer Siani Chambers qui a un comportement très clairement de leader sur le terrain. Il sera très attendu pour faire de Caen une place forte de l'Elite 2 la saison prochaine. Pour l'accompagner dans les joueurs à suivre, alors il y a pas mal de joueurs que je vais suivre attentivement, mais je vais porter un regard assez particulier sur Sofiane Bricky, qui est un joueur très talentueux, assez grand, voilà, c'est un extérieur de grande taille qui a été formé du côté de l'Asvel, voilà, donc ça montre aussi que c'est un joueur dans les catégories jeunes qui avait un sacré potentiel. Sofiane Bricky, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on le voit évoluer du côté de l'Elite 2, que ce soit du côté de Saint-Chamond, du SCAB ou de l'ASA, j'en ai parlé, il a un vrai bras, il a de vraies qualités techniques, c'est un très bon manieur de ballon, il possède un bon shoot aussi, il lui manque encore la saison de l'explosion, de la confirmation, mais ça reste une valeur sûre, c'est de plus en plus une valeur sûre de la division, et je pense qu'il peut gagner encore un petit peu de galon au sein d'une équipe de Caen qui aura besoin aussi d'avoir des leaders offensifs, et je pense aussi qu'il va venir avec ce rôle-là, le rôle d'un joueur assez talentueux et capable aussi de pouvoir sortir de sa boîte lorsque le collectif en aura besoin. Donc je pense que ces deux joueurs pourraient être deux des leaders offensifs de l'équipe de Caen la saison prochaine, et je vais beaucoup les observer par rapport justement à cette panoplie offensive qu'ils peuvent avoir. Je vous propose maintenant d'aborder mes craintes et mes espoirs pour la saison à venir du côté de Caen. Alors les craintes, je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai que deux. La première, c'est peut-être un manque de shooter fiable, et c'est aussi principalement pour ça que mes yeux vont se focaliser en premier lieu sur Siani Chambers et Sofiane Bricky, qui ont des joueurs avec des capacités offensives qui me semblent un petit peu supérieures à celles des autres joueurs du roster. On a des joueurs qui sont durs au mal, on a des joueurs combatifs, on a des joueurs qui vont mettre de l'impact. Peut-être qu'il manque quelques shooters, voilà, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir dans son effectif des joueurs au shoot soyeux comme Bastien Pinault, mais on sait que c'est important d'avoir des joueurs qui ont une qualité d'adresse pour pouvoir étirer les défenses, offrir du spacing, et au vu de la raquette qui paraît quand même bien dense et qui s'écarte relativement peu, eh bien, j'ai un léger doute sur l'adresse extérieure des Canets, à Sofiane Bricky, Rachad Davis et notamment à Siani Chambers de me faire mentir, en tout cas quand aura bien besoin qu'ils aient une bonne adresse au-dessus des 38%
à 3 points. Ma deuxième interrogation, qui n'est pas une crainte mais qui pourrait peut-être en devenir une, c'est peut-être un léger manque de scoring ou de capacité offensive dans la second unit, c'est-à-dire sur les joueurs du banc. Alors oui, forcément, les joueurs du banc ne vont pas jouer 20, 25, voire même 30 minutes, mais on sait que le banc est important, surtout dans une saison à rallonge. La principale force de cette équipe sera son collectif. Il va y avoir parfois besoin de facteur X, de joueurs qui vont être capables de sortir de leur boîte et notamment de prendre des responsabilités offensives dans la second unit. Donc j'ai très hâte de voir par exemple le développement de Rudy de Maïs-Balou, de Antoine Rogewski également, qui a connu une très belle première saison l'année dernière du côté de Caen. Et si je parle aussi des limites offensives de l'équipe, c'est parce qu'il y a aussi dans cette second unit des joueurs qui ont plutôt des rôles de joueurs de devoir, des joueurs qui vont être des leaders par l'exemple. Par exemple Clément Cavallo, qui est un très bon joueur d'élite 2, très expérimenté, on le sait, sa force première, sa qualité première, ce n'est pas forcément d'aller mettre des points. Donc voilà, sur le banc, il va aussi falloir trouver des relais pour pouvoir amener un petit peu plus de scoring. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, et là il y en a quand même beaucoup parce que forcément je place Caen parmi les 6 premiers, ce qui n'est quand même pas rien, bien je commencerai à parler, et ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'il y a un recrutement ambitieux qui a été fait, on l'a vu. Caen est une équipe qui possède des moyens et très clairement avec le recrutement qu'ils ont fait, ils affichent très clairement leurs ambitions avec des joueurs qui ont gagné, qui sont montés, des joueurs qui sont expérimentés et qui savent comment gagner, avec Louis Cassier, avec Clément Cavallo, avec Siani Chambers aussi qui a réalisé une très belle saison régulière et qui aurait pu monter d'ailleurs avec l'ADA Blois. Ça montre qu'on est sur une équipe de Caen, peut-être qui ne veut pas s'éterniser en élite 2. Donc un recrutement très ambitieux. Le deuxième point, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus parce que je viens de le dire, c'est que Caen a recruté des joueurs qui savent gagner, des joueurs certes qui ont de l'expérience mais qui savent aussi comment gagner, et ça c'est très important. On le sait, les équipes qui réussissent, ce sont celles qui arrivent à garder un certain socle, des équipes qui possèdent des joueurs d'expérience et des équipes qui savent aussi comment gagner, et ce n'est pas rare en élite 2 d'avoir des joueurs qui ont gagné plusieurs titres et qui se retrouvent comme par hasard souvent dans les équipes qui vont jouer la montée et qui vont monter à l'issue de la saison. Je pense notamment à Alexis Tang, qui est monté 4 ou 5 fois avec ses équipes. Clément Cavallo aussi, ça commence à faire un bon paquet de trophées qu'il a accumulé avec Roanne et Boulazac maintenant. Louis Cassier, c'est pareil. Et puis, on peut parler de Thomas Ville, même si Thomas Ville n'a pas signé à Caen, il reste toujours à Boulazac. Donc oui, il y a des joueurs qui ont la culture de la gagne et Caen vient d'en signer 2. Maintenant, pour contrebalancer ce que je disais sur la second unit, c'est que au final, au global, et notamment grâce aux recrues qui ont été faits dans le 5 majeur, j'ai quand même l'impression que si je compare l'effectif de l'an dernier à l'effectif de cette année, Caen va disposer tout de même d'un potentiel offensif plus important, et notamment grâce aux ajouts de Sofiane Bricky et Siani Chambers, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Et même Louis Cassier, qui est un joueur très physique, très combatif, il a un petit peu touché, il a un bon shoot, il va être capable de s'écarter un petit peu sur le poste 4, et ça va représenter une arme offensive supplémentaire pour Stéphane Eberlin. Enfin, et c'est le dernier point que je vais aborder, j'ai parlé du domaine offensif, mais il faut aussi s'intéresser forcément à l'autre côté du terrain et au potentiel défensif, et là aussi j'ai l'impression que comparé à l'an dernier, l'effectif est monté d'un cran sur le secteur défensif, avec notamment 2 des recrues, forcément je vais en parler, Louis Cassier et Clément Cavallo. L'année dernière avec Boulazac, on l'a vu, Boulazac était l'une, voire même la meilleure défense d'élite 2, et sans nul doute, avec ces 2 joueurs qui sont très combatifs, qui font les petites choses qui ne soient pas forcément dans les stats et qui sont capables de se sacrifier pour le collectif, on sent que l'accent va aussi être mis sur une dureté, une rigueur défensive, et ça promet probablement une très belle saison du côté de Caen, une saison dans le top 6 en tout cas pour moi. Parlons maintenant de l'élan béarnais, Pau Lac Orthez. Alors, Pau Orthez, que s'est-il passé dans leur saison, la saison dernière? Pau repartait quand même sur un nouveau cycle avec un nouveau coach, Michael Hay, qui est arrivé à la tête de l'équipe. Et pour cette saison du renouveau, les Palois ont réalisé une saison sur courant alternatif avec de très belles séries et des périodes aussi un petit peu de disette où ça a été assez compliqué d'enchaîner les victoires. Du côté des joueurs notamment et des postes de jeu, j'ai trouvé que le poste 5 avait été assez décevant. Je m'attendais à une meilleure saison, notamment du pivot Amadou Sidibé, qui a
a été un petit peu décevant, et ça a été un petit peu le jour et la nuit sur le rendement au poste 5 avec le poste 4, puisque dans ses rangs, eh bien, Pau Orthez avait le MVP de la division, Chris Ledlum, qui a réalisé carton sur carton et qui a été vraiment incroyable. Enfin, et c'est le dernier point, on est sur une équipe quand même qui a une histoire, qui a un standing, qui a des moyens aussi financiers, on le verra juste après, et malheureusement, eh bien, pour une saison voilà, qu'on annonçait pleine de promesses du côté de l'élan Bernais, avec un MVP dans ses rangs, eh bien, Pau Orthez a réalisé des playoffs qui, moi, personnellement, m'ont déçu, et je pense ont déçu aussi la fanbase des supporters palois. Les moyens financiers, j'en parlais, Pau Orthez est une équipe, on le sait, qui ces dernières années a connu des problèmes financiers. Il y a eu voilà, un sujet avec ce groupe de repreneurs américains, d'investisseurs américains qui sont venus foutre la zizanie, vous me pardonnerez l'expression, au sein du club. Le club se redresse, se restructure petit à petit, mais malgré tout, eh bien, Pau Orthez fait quand même partie des cadors de la division, et ça, même en termes de budget et de masse salariale, puisque la saison passée, Pau Orthez avait le premier budget et la 4e masse salariale. On est donc sur un club voilà, qui survole un petit peu les débats en termes de moyens financiers. Parlons maintenant mercato. Je l'ai dit, il y a eu des playoffs décevants l'année dernière, une saison sur courant alternatif, on était sur la première saison à la tête de l'équipe de Michael Hay, et donc forcément il y a eu pas mal de mouvements à l'intersaison avec des départs. Des départs, il y en a eu pas mal, à commencer par celui de Micah Speight, un départ qui n'est pas forcément voulu et désiré du côté du board béarnais, puisque le meneur est arrivé en cours de saison pour remplacer un meneur voilà, qui avait été un petit peu décevant. Micah Speight, lui, n'a pas du tout été décevant, il a permis de stabiliser l'équipe et d'apporter dans plein de compartiments du jeu des points, du rebond, de la passe, mais surtout d'assurer un cadre, une stabilité et de poser le plan de jeu de Michael Hay. L'élan Bernais souhaitait le recruter, malheureusement ce n'a pas été le cas. Micah Speight eh bien, va s'envoler direction l'Espagne. Sur le poste de meneur de jeu, c'est un local de l'étape d'Ali Ladi qui a connu une saison avec des pépins physiques et des blessures qui n'est pas conservé. Il va s'envoler, il me semble, en National 1 la saison prochaine. Mathieu Missonnier également était arrivé en cours de saison après avoir débuté la saison au sein de son club de formation l'élan Chalon. Il n'a pas non plus été conservé, tout comme Galler Curier qui lui aussi a passé un petit peu de temps à l'infirmerie l'année dernière. De son côté, il me semble qu'il va rejoindre des divisions inférieures, soit la N2, voire peut-être même la N3. Du côté du secteur intérieur notamment, alors il y a Walter White, voilà, sur le poste 3, qui était l'un des étrangers de l'équipe qui n'est pas conservé. Kevin Marcion-Noléo, lui, va monter en grade après une saison pleine de promesses. Eh bien, il a rejoint le SLUC Nancy pour la saison prochaine. Chris Ledlum, le MVP, va s'envoler, lui, dans un championnat européen. Et Amadou Sidibé, l'une de mes déceptions la saison passée sur le poste 5, eh bien, n'a pas non plus été conservé. Donc 10 joueurs sont partis et forcément beaucoup de joueurs sont arrivés. Si on commence par le secteur extérieur, eh bien on a eu plusieurs joueurs qui sont arrivés à la main, qui vont être capables de jouer sur plusieurs positions. Il y a le meneur américain qui nous provient de NCAA, le championnat universitaire, Drew Tellwell. Thomas Corneli également qui redescend d'un étage puisqu'il évoluait depuis 2 ou 3 ans maintenant du côté du BCM Gravim Dunkerque en Betclic Elite. Fabio Milanese, un joueur qui a été formé au club et qui a évolué en N1 l'année dernière, eh bien, revient au club avec cette fois un peu plus de bagage et d'expérience. François Wibo va rejoindre le club et son coach en équipe de France U20, François Wibo qui évoluait du côté de Rouen la saison passée. Marvin Clark, enfin, Joshua Mbala et Brice Enzi vont constituer la future raquette de l'élan Bernais qui se retrouve donc orpheline de Chris Ledlum. Un roster donc et une équipe pour Michael Hay qui a été quand même pas mal remanié avec un backcourt qui est quasiment entièrement neuf, le seul rescapé eh bien, de ce secteur extérieur étant Bastien Pinault qui lui a prolongé son contrat et qui était l'une des très grosses satisfactions. Lui aussi il était redescendu d'un étage, ça a symbolisé aussi les ambitions de Pau Orthez la saison dernière puisque Bastien Pinault c'est un joueur qu'on est habitué à avoir évolué à l'étage supérieur, voilà, qui a foulé plusieurs clubs franciliens notamment puisqu'il a évolué du côté des Mets 92 et dernièrement eh bien, il évoluait du côté de Nanterre 92. Donc sur le secteur extérieur, ce qui est assez intéressant c'est qu'on a des joueurs qui sont assez polyvalents, qui vont pouvoir jouer sur 2 positions et on sent vraiment avec les galères qu'a pu connaître également
Puertez sur le poste 1 la saison passée, j'en ai parlé voilà, quand j'évoquais le cas Micah Spite, et bien là, cette fois, Michael Hay va avoir beaucoup d'options, que ce soit Drew Tellwell, Fabio Milanese ou Thomas Corneli, ce sont tous des joueurs qui vont être capables de prendre la main et surtout qui sont plutôt des meneurs organisateurs. Sur le reste de l'effectif, on a quand même quelques autres joueurs qui sont restés, Seydou Ndiaye qui avait connu également des pépins physiques la saison dernière, et puis Sitraka Rahari Manantoanina, voilà, j'ai réussi à prononcer son nom à l'intérieur malgache sans l'écorcher. Il possède un gabarit physique très intéressant. Je pense très clairement qu'il peut faire partie des prochains intérieurs JFL qui peuvent s'imposer dans ce championnat. Je nourris beaucoup d'espoir en cet intérieur malgache qui a en tout cas toute la panoplie physique et athlétique pour pouvoir faire une très belle saison la saison prochaine du côté de Puertez. Un petit mot également sur quelques autres joueurs. Marvin Clark va avoir de lourdes responsabilités, en tout cas il va avoir la responsabilité de remplacer Chris Ledlum qui sort d'une saison, ma foi, magistrale, mais on sent quand même que le roster me semble un petit peu plus homogène, qu'il va y avoir plus de dangers qui vont provenir de différents endroits, donc oui, il va falloir choisir son poison l'année prochaine pour les adversaires de l'élan béarnais. On connaît la capacité à Bastien Pinault à sanctionner les défenses adverses avec un très gros pourcentage à 3 points sur un gros volume. Thomas Corneli également, il ne faut pas l'oublier, il avait dominé du côté de Blois il y a quelques saisons à ce niveau-là, sous les ordres de Michael Hay. C'est important aussi de noter que voilà, le coach connaît aussi certains joueurs, il connaît aussi forcément, j'en ai parlé tout à l'heure, François Ouibo qui a sorti voilà, une première saison assez prometteuse du côté de Rouen et qui a aussi été assez surprenant avec l'équipe de France U20 et sous les ordres de Michael Hay la saison prochaine. Donc, je m'attends aussi à ce que François Ouibo, eh bien, peut-être ce soit sa saison d'explosion à ce niveau-là. Du côté des joueurs à suivre, eh bien, je vais commencer par parler de Thomas Corneli. Thomas Corneli, je l'ai dit, il connaît très bien Michael Hay pour avoir évolué sous ses ordres du côté de l'ADA Blois. Il était monté avec l'ADA, il a fait partie des grandes années de l'ADA lorsqu'il y avait Tyron Johnson. Les plus anciens, même si ce n'est pas très ancien, s'en souviendront. Donc Thomas Corneli, c'est un très bon meneur de la division. C'est un retour qui peut un petit peu faire penser à celui de Antoine Eto'o, voilà, qui a passé la majeure partie de sa carrière en Betclic Elite et qui était revenu en Pro B du côté de Chalon et maintenant de Antibes. Donc Thomas Corneli, c'est un bon joueur référencé de la division, très expérimenté, qui sait parfaitement ce que va lui demander de faire Michael Hay. Et son rôle, très clairement, ça va être de faire tourner la boutique et de mettre en place le système de Michael Hay. C'est à mon sens une très bonne recrue pour l'élan béarnais, surtout lorsque l'on considère que la saison dernière, le poste 1 a été plutôt sur courant alternatif jusqu'à l'arrivée de Micah Spite. L'autre joueur que je vais suivre cette saison, et là aussi ça fait écho à des difficultés qu'a pu avoir l'élan béarnais, mais sur le poste 5, c'est donc Brice Nzé que je vais regarder. Il sort de sa meilleure saison en France, peut-être même de sa meilleure saison en carrière du côté de l'Hermine de Nantes, où il a surnagé dans une équipe qui collectivement était à la peine. Il a été très performant et je pense qu'il peut très bien remplacer Amadou Sidibé et être beaucoup plus impactant des deux côtés du terrain que l'intérieur africain. Donc j'attends beaucoup de Brice Nzé qui va aussi avoir l'avantage de pouvoir switcher sur deux positions, le poste 5 et sur le poste 4. En tout cas, il a de très belles mains et je pense que l'élan béarnais va donc avoir un petit peu plus de danger dans le secteur intérieur avec Brice Nzé. Abordons maintenant mes craintes et mes motifs d'espoir. Je vais commencer en parlant de la continuité ou plutôt du manque de continuité car il n'y a que 3 joueurs seulement qui sont restés au club et des joueurs qui ne sont pas amenés à être forcément des joueurs majeurs de l'effectif. Il y a Seydou Ndiaye, Sitraka Rahari Manantoanina et là où je vais me contredire, c'est qu'il y a quand même un joueur qui est resté et qui est quand même le socle de l'effectif, c'est Bastien Pinault. Ça fait quand même peu de joueurs et on le sait, les équipes qui ont l'habitude de réussir à ce niveau-là, ce sont aussi des joueurs qui ont l'habitude de pouvoir s'appuyer sur un socle de joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui vont aussi permettre d'assurer une stabilité, une sérénité et tout ça notamment en début de saison lorsqu'il va falloir construire une alchimie et un collectif. La deuxième crainte, c'est plutôt une interrogation à ce stade que je vais avoir, c'est qu'on avait un joueur qui cochait toutes les cases, toutes les colonnes statistiques, qui est Chris Ledlum. Forcément, c'était le MVP de la saison dernière. Alors parfois, peut-être qu'il vampirisait un petit peu le jeu et que ses coéquipiers avaient tendance à le laisser se démerder lorsque la situation était un petit peu compliquée, mais il va quand même falloir remplacer son impact. Alors oui, mes yeux vont aussi se river sur Marvin Clark, qui possède aussi un CV plutôt intéressant. Il n'a pas du tout le même profil de jeu, ce n'est pas du tout le même type de joueur que Chris Ledlum, mais il va falloir que plusieurs joueurs dans cet effectif, step up
pour prendre des responsabilités et que ce ne soit pas uniquement lié au fait de Bastien Pinault de tirer l'équipe vers le haut. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, j'ai commencé à en parler, je vais parler du poste 1, du poste de meneur qui a été en difficulté, en grande souffrance la saison dernière. Et bien cette année, avec beaucoup de joueurs qui sont polyvalents sur le secteur extérieur, et bien ça promet un poste 1 très solide avec Thomas Corneli, Drew Tellwell et enfin Fabio Milanese. Donc un poste 1 qui va avoir une capacité de création, je pense, très importante et très intéressante, avec énormément d'options tactiques, énormément d'associations possibles sur le secteur extérieur, puisque Bastien Pinault aussi a une grosse qualité de shoot. Et donc ça va être très important et très intéressant pour Michael Hay. Mon troisième motif d'espoir, et là aussi j'en ai parlé lorsque j'ai parlé de Brice Nze dans les joueurs à suivre, c'est que le poste 5 me semble plus dangereux et va présenter plus de menaces offensives la saison prochaine. J'ai pas parlé du recrutement de Josh Mbala, mais qui me semble être une bonne addition, un joueur qui va pouvoir surprendre et avec un profil de stretch sur le poste 4 avec Marvin Clark qui est capable de jouer à la fois en tant qu'ailier fort mais aussi en tant qu'ailier, ça va permettre à Michael Hay de disposer aussi d'options tactiques, d'options offensives aussi très intéressantes, avec à la fois le toucher et la capacité à pouvoir scorer de Brice Nze et puis la capacité aussi à étirer la défense plutôt de Marvin Clark, ou alors de jouer un petit peu plus proche du cercle sur le poste 4 avec Josh Mbala. Et enfin, mon dernier motif d'espoir, et il me semble que j'en avais parlé avec Denain, l'équipe de Denain, c'est que Pau Orthez n'a pas utilisé toutes ses cartouches de joueurs étrangers, et donc si d'aventure un joueur ne fait pas l'affaire ou qu'il y a besoin de renforcer l'effectif ou qu'il y a une blessure, Pau Orthez va pouvoir recruter en utilisant un de ses jokers étrangers, et ça c'est quelque chose qui peut compter dans la saison. On l'a vu, les changements d'effectifs peuvent être salvateurs et peuvent apporter une nouvelle dynamique, on l'a vu avec Mika Spite la saison dernière, c'est quelque chose que je trouve très positif. Parlons maintenant de l'équipe que je vois classée 4e à l'issue de la saison. Je vais parler du SCAB. Le SCAB, je vous rappelle brièvement ce que veut dire SCAB, c'est Saint-Chamond-Andrézieux-Boutéon Basket. Alors, le SCAB, la saison dernière, il y avait une petite phase de transition. On le sait, il y a eu un riche mécène qui est arrivé et qui a repris le club. Il y avait eu une saison de transition parce que Maxime Nelaton était à la tête de l'équipe. On était sur une équipe qui démarrait un nouveau projet, qui a proclamé aussi vouloir monter et même être européen d'ici 2030. C'est le projet Europe 2030 du SCAB. Et donc pour une saison de transition, on pouvait s'attendre à ce que certaines bases soient posées. Si ça a été le cas pour la structure SCAB, pour l'équipe professionnelle, en termes sportifs, on a été sur une saison de ventre mou, on a été sur une saison moyenne. On a été sur une saison moyenne aussi parce qu'on était sur une équipe qui était flamboyante offensivement, aussi bien que assez famélique défensivement. Une saison moyenne aussi en termes de résultats, tout simplement parce que le SCAB s'est classé au milieu du championnat et en terminant aux portes du play-in, ce qui est une petite déception. On va pas se le cacher. Enfin, j'ai parlé du potentiel offensif et du non-potentiel défensif de l'équipe. Tout simplement, le SCAB, c'était la 3e attaque, mais la 17e défense la saison dernière. Donc une équipe, très clairement, capable de souffler le chaud et le froid. En termes de moyens financiers, ça a dû vous mettre la puce à l'oreille. J'ai parlé de mécène avec David Despinas, qui a rejoint le club. Saint-Chamond, enfin plutôt le SCAB, mais plutôt avant Saint-Chamond, coaché par Alain Tinet donc à l'époque, c'était une toute petite équipe de la division, un peu au même titre que Évreux, c'était un club très clairement qui était assez pauvre dans la division. Mais avec du coup cette restructuration, ce regroupement, Saint-Chamond, Andrézieux-Boutéon Basket et l'arrivée de David Despinas à la tête de l'équipe, Saint-Chamond s'est doté de moyens financiers, d'une force de frappe financière très importante, ce qui l'a classé la saison dernière avec le 3e budget et la 7e masse salariale. Donc oui, dorénavant, le SCAB dans l'Arena Saint-Étienne Métropole est une équipe ambitieuse, est un club ambitieux qui a les moyens de ses ambitions, je vous rappelle, le projet Europe 2030. Et les ambitions, justement, parlons-en du côté du SCAB. Je l'ai dit, la saison dernière a été moyenne à tout point de vue. Exit Maxime Nelaton qui a été remplacé à la tête de l'équipe professionnelle par Guillaume Quintard, un coach qu'on avait l'habitude de voir du côté de la Chorale de Roanne, qui a été adjoint, assistant de Jean-Denis Choulet pendant un certain nombre de temps, qui a coaché aussi les équipes jeunes et qui coachait l'équipe N1, le SCAB Lab, la saison dernière du côté du SCAB. Il a été promu donc à la tête de l'équipe
professionnel. Et forcément, la saison dernière, le SCAB a terminé aux portes du play-in. Ce n'est pas satisfaisant lorsque l'on vise la montée. Et donc, cette année, eh bien, le club s'est donné les moyens de ses ambitions en réalisant un mercato très chargé et très ambitieux. Regardons en détail notamment les départs. Du côté des départs, j'ai forcément tout de suite envie de parler des départs de deux légendes du club, voilà, qui ont passé pas loin d'une décennie au club. Ce sont Mathieu Guichard et Jonathan Wayo, voilà, qui faisaient partie des meubles, et donc leur départ signifie donc très clairement un nouveau cycle, un nouveau projet, le projet Guillaume Quintard et le projet David Despinas. Sur les autres départs, Sofiane Bricky, j'en ai parlé juste avant, qui a rejoint l'équipe de Caen, Marquis Jackson, l'américain qu'on avait l'habitude de voir depuis 2 ou 3 saisons en France, Théo Magritte également, qui à ce jour est toujours sans club, Anthony Racine, Anthony Durugi, Maël Hamon-Crespin, qui a signé du côté de Champagne Basket, et enfin Gito Coq, que l'on retrouvera sur les parquets de Hier-Toulon. Énormément de départs et donc forcément toute une équipe à reconstruire ou presque. Donc du côté des arrivées, il y en a donc énormément. Je vais commencer par le secteur extérieur. Al-Amir Dawes, voilà, un meneur étranger qui vient arriver avec un très beau pedigree et de très belles capacités offensives. Sébastien Cap qui quitte la JA Vichy pour aller à Saint-Chamond-Andrézieux-Boutéon Basket. Le trajet, voilà, ne va pas être trop loin pour Sébastien Cap, on reste dans la même région. Lucas Beaufort redescend d'un étage, il évoluait du côté du CSP Limoges. Anatole Humeau évoluait du côté de la Gielbourg, avec qui il a remporté le trophée des espoirs. Joshua Uduje, un international anglais, rejoint également l'équipe. Hugo Bumputu vient, voilà, encore une fois, renforcer la jeunesse de cette équipe du SCAB. Carlos Pépin arrive en provenance de Aix-Maurienne. Il avait d'ailleurs été l'une des révélations de la saison avec Aix-Maurienne. Ludovic Duféal est promu, puisque lui évoluait avec Guillaume Quintard au SCAB Lab, donc l'équipe 2 du SCAB qui évolue en National 1, en 3e division. Et enfin, Maxime Yomi va accompagner Carlos Pépin, puisque lui aussi évoluait l'an dernier du côté de Aix-Maurienne. Ce qui nous donne donc une équipe quasiment entièrement renouvelée. Seuls 2 joueurs sont restés, Arthur Bruyas, le capitaine de l'équipe, et enfin Badr Moujib, voilà, qui fait partie des intérieurs dominants de la division. Ce qui donne donc à Guillaume Quintard une petite armada. Alors armada c'est un bien grand mot, mais en tout cas ça lui donne un roster assez large, assez profond, avec beaucoup de joueurs et avec beaucoup de jeunesse. Et on le sait, le SCAB a aussi comme politique de responsabiliser des jeunes. On le voit avec son équipe 2 qui évolue en 3e division et qui est majoritairement composé de jeunes potentiels. Donc sur le papier, si vous voulez mon avis, et c'est aussi pour ça que je place le SCAB à la 4e place, c'est que je pense que le SCAB a tout ce qu'il faut sur le papier pour réaliser une très belle saison avec du potentiel, un petit peu d'expérience aussi, du talent et puis des capacités physiques aussi qui vont être très intéressantes. D'ailleurs, si on regarde la constitution du backcourt, le backcourt me paraît très fort, très armé, avec un poste 1 qui va être un petit peu le feu et la glace avec Al-Amir Dawes, le meneur américain, voilà, qui va être capable de dynamiter et de scorer. Je pense très clairement que c'est lui qui va prendre les responsabilités offensives dans cette équipe sur le secteur extérieur. Sébastien Cap, qu'on avait vu du côté de la JA Vichy depuis quelques années maintenant, ça va être le patron, ça va être le meneur d'expérience qui va faire jouer l'équipe, une très bonne recrue et donc un très beau duo de meneurs, peut-être l'une des paires de meneurs les plus fortes peut-être de la division. Sur le poste 2, ça va être très intéressant de voir Lucas Beaufort, voilà, qui va redescendre d'un étage. Ça reste un joueur qui est jeune, mais qui a montré qu'il avait du potentiel à l'étage supérieur. Donc c'est un joueur potentiellement que je vais peut-être mettre dans mes joueurs à suivre. Vous allez très vite le voir. Sur le poste 3, je trouve très intéressant d'associer Joshua Uduje à Arthur Bruyas. Arthur Bruyas, qui est donc le capitaine de l'équipe, qui a été longtemps blessé la saison dernière. J'ai très envie qu'il revienne à 100% de ses capacités. C'est un joueur délié, très athlétique, formé à la Chorale de Roanne. J'ai très hâte de le voir évoluer aux côtés de Joshua Uduje, voilà, l'international anglais. Sur le poste 4, on a une paire de marsupilami avec Ludovic Duféal, voilà, qui est un joueur aussi, lui aussi, assez longiligne, très athlétique, un petit peu comme son frère Lucas Duféal, et puis Carlos Pépin, très clairement, il est monté sur ressort, un joueur assez petit, mais qu'est-ce qu'il est athlétique, qu'est-ce qu'il saute haut, et il a très grandement participé à la très grosse saison de Aix-Maurienne la saison dernière. Il était très courtisé et donc c'est très intéressant de voir qu'il rejoint ce projet ambitieux. Et le poste 5,
là aussi très complémentaires, avec d'un côté Maxime Yomi, voilà, qui ne brille pas forcément par ses doigts de fée, mais par contre il prend énormément de rebonds, c'est un aspirateur à rebonds, il va être assez dissuasif et très complémentaire de Badr Moujib, qui lui est un pivot qui joue au sol, mais qui lui, pour le coup, a un petit peu du Ali Traoré dans le sens où il a de très bons moves de haut panier et surtout il a des doigts de fée. Vous l'aurez compris, eh bien je dépeins un tableau assez prometteur et très attrayant pour le SCAB, et donc il y a beaucoup de joueurs que je vais suivre. Je vais suivre absolument tous les joueurs de cet effectif, mais il y en a notamment 3 que je vais beaucoup regarder, à commencer par le meneur américain Al-Amir Dawes. Alors je sais pas forcément comment son nom se prononce, en tout cas il arrive avec un CV bien rempli et avec des promesses peut-être de porter l'équipe sur son dos en termes offensifs sur le secteur extérieur. Un autre joueur que je vais beaucoup regarder, j'ai commencé à en parler, c'est Lucas Beaufort. J'ai été très surpris de voir que le CSP Limoges ne le conservait pas, ou alors peut-être que c'était à la demande du joueur. C'est vrai, ça fait 2 saisons maintenant que Lucas Beaufort évolue du côté du CSP, avec un rôle forcément qui est fluctuant. Il y a de la concurrence, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression au CSP, et peut-être que Lucas Beaufort avait envie de redescendre d'un étage pour aller gagner plus de temps de jeu et de responsabilité, mais il a montré vraiment des choses très intéressantes en Betclic Elite, et je n'aurais clairement pas été surpris, tout simplement qu'il signe dans un autre club de Betclic Elite pour aller gagner un petit peu plus de temps de jeu. Donc pour moi, il fait partie des grosses recrues de l'intersaison pour le SCAB, j'ai très hâte de voir ses progrès peut-être aussi offensifs cette année, c'est peut-être un petit peu ce qui lui a fait défaut, notamment sur son adresse, c'est quelque chose que je vais donc observer cette année chez Lucas Beaufort. Et enfin, le joueur qui me hype le plus, je pense, du côté du SCAB cette année, c'est Badr Moujib. Je pense qu'il y a un vrai projet au SCAB du côté de Badr Moujib, qui je pense sera aussi l'un des joueurs les mieux payés du SCAB et peut-être même de la Pro B. Badr Moujib, il a un potentiel offensif très important, il a une faculté à scorer qui est très intéressante. C'est un joueur qui est jeune mais qui est déjà très développé, ça fait 2 saisons maintenant qu'il évolue du côté du SCAB avec des statistiques et une production qui sont similaires. Maintenant, j'attends et je pense qu'il va avoir encore plus de responsabilités, un temps de jeu plus important avec Guillaume Quintard, et donc je m'attends à ce que sa production évolue et il est tout à fait capable l'année prochaine de tourner à 15 ou 16 points de moyenne, et très clairement je pense qu'il va être courtisé par des clubs de l'élite à la fin de la saison prochaine. Maintenant, quelles sont mes craintes et mes motifs d'espoir? Alors les motifs d'espoir, voilà, j'en ai beaucoup, je vais donc commencer par mes craintes, j'en ai 2. La première, oui, vous l'avez vu, il n'y a que 2 joueurs qui sont restés. On est sur une reconstruction quasiment totale. Il va donc falloir du temps pour que cette équipe apprenne à se connaître et apprenne à jouer ensemble. Surtout qu'on est aussi sur un nouveau système, un nouveau coach, même s'il évoluait du côté de la N1 avec le SCAB Lab, on est quand même sur une reconstruction du staff et de l'équipe professionnelle. Ça peut-être prendre un petit peu de temps, et c'est aussi peut-être pour ça que je les positionne à la 4e place de mon classement prévisionnel. On est sur une équipe majoritairement qui est quand même très jeune, voilà, ça manque peut-être un chouïa d'expérience par rapport au club que je positionne un petit peu au-dessus, et puis surtout, il n'y a pas de continuité, donc peut-être un petit peu de retard à l'allumage en début de la saison. Le deuxième point que je vais noter, et là on est plutôt sur une crainte, une vraie crainte, c'est j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être y avoir une dépendance au niveau de l'adresse extérieure, au niveau de Al-Amir Dawes. Et quand je parle de dépendance, c'est que sur le secteur extérieur, il y a très peu de joueurs qui ont cette capacité à shooter avec fiabilité. Je l'ai exprimé avec Lucas Beaufort. L'adresse, notamment l'adresse extérieure à 3 points, ce n'est pas son fort. Sébastien Cap est aussi capable de rentrer des shoots, mais ce n'est pas non plus un shooter naturel, ce n'est pas un Bastien Pinot. Et donc peut-être que le joueur qui a le plus de facilité pour pouvoir se créer son shoot et scorer forcément à l'extérieur, c'est peut-être Al-Amir Dawes. Donc c'est quelque chose que je vais regarder. Si d'aventure Al-Amir n'est pas très adroit cette saison, peut-être qu'il pourrait y avoir ce petit manque-là, ce petit manque de danger extérieur pour trouver la faille de loin du côté du SCAB. Du côté des motifs d'espoir, et je vais aller assez vite parce que j'ai déjà dépeint un portrait très positif du côté du club de la Loire. Alors mon premier point, c'est tout simplement qu'on a un roster prometteur, extrêmement prometteur, qui allie qualité et quantité. Voilà, je n'ai pas parlé de Hugo Bumputu, je n'ai pas parlé de Anatole Humo. On a un très gros 5 majeur, mais on a aussi un banc qui me semble être d'une grosse qualité. Et ça, c'est très intéressant, notamment en vue d'une saison qui apparaît comme bien longue.
Un autre élément qui fait que j'y crois beaucoup en cette saison pour le SCAB, c'est tout simplement l'axe 1-5. On sera peut-être sur l'axe 1-5 le plus dominant de la division, et dominant aussi parce qu'il y a de la profondeur, j'en parlais juste avant, avec une main composée de Alamir Daoès et de Sébastien Cap, tout en sachant que Lucas Beaufort aussi a cette capacité pour donner un coup de main à la main, et un poste 5 composé de Maxime Yomi, un aspirateur à rebond, et de Badr Moujib, qui vraiment s'impose de plus en plus comme l'un des meilleurs intérieurs de la division. Eh bien on aura peut-être l'axe 1-5 le plus dominant de cette Elite 2 cette saison, et donc forcément quand on a un axe 1-5 dominant, eh bien ça promet une équipe qui va être très forte. Un autre élément positif, c'est pas forcément qui va les amener loin, mais c'est un élément qui, moi, en tout cas, me plaît énormément, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup, voilà, cette politique jeune qui est assumée du côté du SCAB. J'aime quand les choses sont dites et sont assumées. En plus, on est sur des jeunes qui ne sont pas juste jeunes, ce sont des jeunes potentiels qui arrivent soit de Betclic Elite, soit ce sont des joueurs en post-développement qui ont 22, 23 ans. Je ne sais pas si on peut encore les considérer comme jeunes, mais en tout cas, ils ont encore une marge de progression phénoménale, et j'ai l'impression que toute cette équipe et tous les joueurs individuellement dans son équipe ont encore une très grosse marge de progression, et ça, c'est très intéressant, et oui, ça veut peut-être pouvoir dire que sur la saison, eh bien, on aura une équipe du SCAB qui va monter en puissance et arriver à peut-être un pic de forme en janvier ou février, quand le dernier tiers de la saison va commencer. Voilà, on arrive maintenant sur le podium, et à la 3e place de ce classement, eh bien, je vais parler d'Orléans. Orléans qui a terminé la saison dernière, eh bien, à la 3e place, et donc je m'attends globalement au même genre de saison pour Orléans. Alors la saison dernière, donc je le disais, Orléans a terminé sur le podium. On était également sur une saison de transition, puisqu'après plusieurs années avec Germain Castano à la tête de l'équipe professionnelle, eh bien c'est Lamine Kébé qui a repris l'équipe, et pour sa première saison, eh bien terminer 3e, c'est une très belle performance. Très clairement, il a posé les bases pour un nouveau cycle qui s'entame. Il y a eu de la continuité, vous allez le voir, dans l'effectif, et si je devais ressortir quand même une performance individuelle, eh bien c'est Limour. Limour qui arrivait avec un pedigree et un CV quand même au-dessus pour la division. Eh bien il a tout simplement prouvé qu'il avait été étincelant, et il a permis de porter Orléans vers ce podium. Alors Orléans, forcément, on connaît ce club, on connaît cette équipe qui a longtemps évolué en première division. Il y a eu de très grandes années à Orléans, à la fois avec Philippe Hervé, mais aussi avec Germain Castano. On le sait, c'est un club qui est structuré, qui possède Comet, la plus grande salle d'Elite 2, avec une capacité énorme. Voilà, il y a toujours des records d'affluence avec Comet lors des grandes affiches, et donc on est sur un club qui possède des moyens presque sans équivalent dans la division. L'année dernière, 2e budget et 2e masse salariale. Ça taille un petit peu le club, et ça taille aussi les ambitions qu'a ce club d'Orléans. On sort d'une belle saison sur le podium, il y a quand même eu quelques mouvements, on ne va pas tout chambouler, on ne va pas tout reconstruire, mais il y a quand même eu des départs assez notable, à commencer par celui de Limour. J'en parlais, il a sorti une saison époustouflante, et malheureusement, eh bien, il ne sera pas à la tête de l'équipe d'Orléans pour driver l'équipe, peut-être pas vers le podium, mais peut-être directement vers la première place et l'accession. Il va falloir compter sur un autre meneur, j'y reviendrai juste après. Sur le secteur extérieur, puisque c'est majoritairement là, surtout qu'il y a eu du mouvement, eh bien, exit Rudy de Maïs Balou, exit Maceo Jack, voilà, qui provenait du championnat anglais et qui a au final très peu joué, ça a été une petite déception. Et enfin, Babacar Niasse, eh bien, va descendre d'un étage et aller gagner plus de temps de jeu et de responsabilité du côté de la Nationale 1. Enfin, la saison dernière, Nicolas Pavret avait signé en provenance de la 3e division espagnole. Il a effectué une saison plutôt correcte l'année dernière, mais avec un manque de temps de jeu, et donc assez logiquement, il a été prêté cette saison du côté de Aix-Maurienne, où il aura le loisir de pouvoir plus s'exprimer. Pour remplacer donc ces joueurs qui sont partis, Orléans a mis la main sur quelques joueurs, à commencer par Xavier Johnson, un meneur encore assez jeune dans sa carrière, qui sort d'une saison assez complète et assez intéressante. Il aura la lourde tâche de faire oublier Limour. Siriman Kanouté, après lui aussi une formidable saison du côté de Aix-Maurienne, eh bien, va renforcer l'équipe d'Orléans. Lionel Quadio, l'énergique et très athlétique arrière ivoirien, va renforcer l'équipe à la place de Maceo Jack notamment. Et enfin, on a aussi
Un autre joueur qui va venir se greffer au secteur extérieur, c'est Ilan Fibleuil, voilà, en provenance de Poitiers, qui connaît très bien Lamine Kébé, qu'il a côtoyé à l'INSEP et dans les équipes de France Jeune. Et enfin, il y a un joueur qui fait son retour parce qu'il avait déjà évolué au club, c'est Vincent Van, voilà, qui va remplacer numériquement Nicolas Pavrette. Ce qui nous donne donc un roster avec quand même beaucoup de continuité, parce que Timothée Cruzol, Meredi Somounou, Lorenzo Tiroir-Sanson, Tomislav Gabric, Ludovic Negrobar et Nathan Kuta évoluaient déjà au club la saison dernière. Alors forcément, lorsque je regarde ce roster complet, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est sur une équipe qui a de l'expérience d'avoir déjà évolué ensemble, mais aussi parce qu'on est sur des joueurs qui connaissent cette division et qui ont performé. On a une équipe, globalement, si je compare avec le SCAB, voilà, qui présente des joueurs d'expérience avec une marge de progression peut-être un petit peu moins importante pour tous les joueurs, mis à part pour quelques-uns, Ilan Fibleuil qui est encore très jeune et Siriman Kanouté également. Sinon pour le reste, on est sur des joueurs déjà établis, des joueurs déjà confirmés à ce niveau-là. Et très clairement, avec une base de joueurs qui se connaît, qui sont des joueurs plutôt confirmés de la division, eh bien on sait déjà à peu près à quoi s'attendre avec cette équipe d'Orléans, même si la grande nouveauté se situe sur le backcourt. C'est justement du backcourt que je vais parler dans mes joueurs à suivre. Oui, on l'a vu, il y a eu plusieurs départs notables sur le secteur extérieur, à commencer par celui de Limour qui avait vraiment un impact énorme sur cette équipe. Donc pour le remplacer, il y aura d'abord à la main Xavier Johnson. Je ne pense pas que c'est un joueur qui aura le même impact que Limour. Par contre, il semble assez complet, assez prometteur. Il aura aussi pour rôle de faire jouer l'équipe. On l'a vu, il y a beaucoup de joueurs confirmés dans cette équipe, des joueurs qui vont être capables d'apporter, qui sont capables d'être des facteurs X d'un match à un autre. Ça peut être du Ilan Fibleuil, du Lorenzo Tiroir-Sanson, du Ludovic Negrobar, du Tomislav Gabric ou encore du Vincent Van maintenant qui va apporter une dose d'expérience supplémentaire à la raquette ou Nathan Kuta. Donc je pense que globalement, ce que Lamine Kébé va principalement demander à Xavier Johnson, ça va être de faire jouer l'équipe et lorsqu'il y en aura besoin, eh bien de prendre ses responsabilités pour Xavier Johnson. En tout cas, Lamine Kébé a été assez dithyrambique avec Xavier Johnson, qui reste encore un joueur assez jeune, mais qui, selon lui, a le potentiel pour aller jouer au-dessus. Et donc, quand elle dit ça, c'est peut-être de pouvoir accompagner Orléans en Betclic Elite si d'aventure, eh bien, Orléans connaît la montée à la fin de la saison. Pour l'accompagner, et c'est l'autre joueur que je vais suivre cette saison, c'est Lionel Quadio. Oui, parce que déjà, le poste 2 a été un petit peu en dessous la saison dernière, Maceo Jack n'a pas forcément apporté satisfaction, Babacar Niasse aussi a été sur courant alternatif, et donc je trouve qu'avec le renfort de Lionel Quadio, eh bien Orléans vient encore une fois densifier encore un peu plus eh bien, son potentiel athlétique. Lionel Quadio est un joueur qui est très athlétique, capable d'être un très fort défenseur, capable aussi d'avoir des coups de chaud en attaque. Donc je pense vraiment que sa signature est une vraie plus-value pour Orléans, qui était déjà une équipe assez dure, assez physique, assez athlétique, et là, ils nous en remettent encore une couche. Je pense que Lionel Quadio peut être une belle surprise de cette saison, et je vais donc l'observer avec un grand intérêt. En ce qui concerne donc mes craintes pour la saison à venir du côté de Orléans, j'ai commencé déjà un petit peu à en parler. Il y a eu le départ voilà, d'un joueur qui a été époustouflant la saison dernière, c'est celui de Limour. Alors oui, il y a beaucoup de joueurs intéressants et qui vont être des facteurs X dans l'équipe d'Orléans la saison à venir, mais il va quand même falloir remplacer l'impact qu'avait Limour, et ça ne va pas forcément être une chose aisée et facile. Le deuxième point que je vais observer grandement, c'est que, eh bien déjà, Orléans a essayé de se mêler jusqu'au bout à la lutte pour la première place synonyme d'accession directe. Ils ont lâché, voilà, à quelques matchs de la fin de la saison. Boulazac et l'ADA Blois ont pris de l'avance, et donc si Boulazac et Blois ont été au coude à coude vraiment jusqu'aux dernières journées, ce n'a pas forcément été le cas pour Orléans. Donc cette fois, il va falloir que Orléans, voilà, avec son statut, avec un roster globalement qui a de la continuité, eh bien, fasse encore mieux, et faire encore mieux, ça veut dire être capable de jouer jusqu'au bout pour la course à la première place. Maintenant, du côté de mes motifs d'espoir, là aussi j'en ai parlé, je ne vais pas faire très long sur ce point-là, il y a de la continuité, beaucoup de joueurs évoluaient déjà et avaient un rôle majeur dans l'effectif, qu'on soit sur Lorenzo Tiroir-Sanson, Meredi Somounou, Timothée Cruzol ou encore Tomislav Gabric, pour ne citer que. Deuxième point positif, et j'en ai notamment parlé lorsque j'ai évoqué l'apport que peut représenter Lionel Quadio, c'est que les recrues vont apporter du peps, vont apporter aussi du tonus, je pense, athlétiquement, et ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Je pense très clairement que physiquement, eh bien, il y aura assez peu d'équivalent dans la division par rapport au roster qu'a monté Orléans. Enfin,
mon dernier point positif, et ça fait écho un petit peu à tout ce que j'ai dit au préalable sur cette équipe d'Orléans, c'est qu'on est sur une équipe expérimentée, vraiment une équipe d'expérience qui est athlétique, qui est profonde, et très clairement, quand on additionne un petit peu toutes ces qualités, toutes ces caractéristiques ensemble, ça nous donne peut-être une équipe qui est taillée pour aller au bout. J'en ai parlé tout à l'heure lorsque je parlais de Caen, il y a quand même des morphotypes ou des archétypes d'équipes qui sont taillés pour aller au bout, et Orléans s'en rapproche quand même de plus en plus. Ça y est, on rentre maintenant dans le top 2 et à l'instar d'Orléans, eh bien, je vais parler d'une équipe qui avait eh bien, la deuxième place la saison dernière et que je vois encore terminer à la deuxième place cette saison. Je vais parler de l'ADA Blois. Alors la saison dernière de l'ADA Blois, eh bien, c'est très bien passé. Je rappelle qu'à l'instar de Roanne, eh bien, Blois descendait également de Betclic Elite et donc lorsque l'on descend et que l'on termine à la deuxième place du classement, on ne peut dire que la saison a été une réussite. La saison a très bien été négociée et si je m'intéresse maintenant au déroulé de la saison, eh bien, on a très clairement été, et ça depuis le premier jour, sur une équipe un petit peu qui avait le profil d'une équipe rouleau compresseur. Je n'attendais pas forcément une telle domination en termes de score et d'écart, souvent dans les matchs de la part de l'ADA Blois, mais c'est bel et bien une équipe rouleau compresseur qu'a monté David Morabito la saison dernière. Et ce qui contrebalance forcément ce tableau déjà très positif que j'ai dépeint, c'est que la fin de la saison a été un petit peu décevante. Alors déjà, oui, Blois n'est pas monté directement, c'est Boulazac qui a raflé la première place, mais surtout dans l'après-saison, les playoffs de l'ADA ont été très décevants avec une élimination au premier tour par une équipe de Vichy, certes très surprenante, mais qu'on n'attendait pas forcément, et en plus, Blois avait l'avantage du terrain, donc oui, ça a été une belle déception la fin de la saison dernière de l'ADA Blois. Du côté des moyens financiers, il faut retenir le chiffre 6, puisque Blois possédait le 6e budget et la 6e masse salariale. Une équipe assez solide financièrement, mais qui ne rivalise pas avec les meilleures équipes sur le plan financier, ce qui n'empêche pas l'ADA de très bien travailler, et très bien travailler leur permet de nourrir des ambitions et de continuer à se structurer, avec notamment le centre de performance qui a été inauguré il y a de cela quelques mois. Après la très belle saison dernière, il y a donc eu un petit peu de mouvement à cette intersaison. Gaëtan Méniel, voilà, j'en avais parlé lorsque j'ai présenté Denain, a rejoint l'équipe de Blois en cours de saison et n'a pas été conservé. Siani Chambers a rejoint de ce côté l'équipe de Caen, où il sera peut-être un concurrent au très haut du tableau à l'ADA Blois. Warren Williams, voilà, était arrivé en tant que pigiste médical, n'a pas été conservé, tout comme Jordan Davis. Et enfin, Thomas Yeux-Courtois, un joueur de longue date de l'ADA, a rejoint la première division. Enfin, il l'a rejoint, mais pas pour très longtemps. Et enfin, Flo Tamba est également parti. Du côté des arrivées, il y en a relativement peu. La signature notable de cette intersaison, en tout cas, il y en a deux. Il y a d'abord Eric Nottage qui prend la place de Siani Chambers, et enfin, il y a Jonas Boulefa, un prospect, voilà, un joueur avec énormément de potentiel qu'on a notamment pu admirer cet été avec les équipes de France Jeunes. Et pour compléter les arrivées, il y a Yasmine Mambo en provenance de Rouen, et enfin Lucas de Meïs-Balou, j'y reviendrai un petit peu après, en tant que pigiste médical de Thalys Soulac. Peu de recrues, donc forcément ça veut dire qu'il y a eu de la continuité et que pas mal de joueurs sont restés, au moins un joueur par position est resté. C'est le cas sur le poste 1 avec Thalys Soulac qui malheureusement est blessé. Voilà, il y a eu une petite alerte, il me semble, au niveau cardiaque pour Thalys Soulac, et donc il ne pourra pas démarrer le début de la saison. C'est pour ça que l'ADA Blois a très vite réagi en faisant signer Lucas de Meïs-Balou. Un petit peu dommage parce que Thalys Soulac, c'est un meneur qui est très jeune, mais aussi avec énormément de potentiel. Il avait été élu meilleur jeune de la saison 2 Pro B la saison dernière, et forcément, Blois faisait de Thalys Soulac forcément son projet et avait recruté Eric Nottage aussi pour qu'il soit complémentaire de Thalys Soulac et puisse l'accompagner dans sa progression. Sur le poste 2, on retrouve deux joueurs qui font les beaux jours de l'ADA Blois depuis pas mal de temps maintenant, à commencer par Timothée Vergia, le shooter rouennais qui évoluera toujours et qui fera tomber la pluie du côté du jeu de paume, accompagné par lui aussi un jeune joueur très prometteur, Maxime Sconard. Le poste 3, inchangé là aussi, Fabien Damas et Lucas Hugolin. Sur le poste 4, on va retrouver Romuald Morancy, et sur le poste 5, il y aura toujours le superbe défenseur Jacques Alinguet, sur qui les années n'ont pas d'emprise, et enfin Yasmine Mambo, l'une des uniques recrues de cette intersaison. Donc beaucoup de continuité donc pour David Morabito et l'ADA Blois, et peut-être le même résultat, à savoir une deuxième place. En tout cas, lorsque l'on compare le roster de l'année dernière et celui de cette année, donc une base de joueurs qui est la même, et des recrues qui
devraient, à mon sens, pouvoir être au moins aussi productives et efficaces que leurs prédécesseurs. Du côté des joueurs à suivre, eh bien, j'en ai listé 3, à commencer par Eric Nottage. Eric Nottage, donc, il aura la lourde tâche de remplacer Siani Chambers, qui a effectué une très grosse saison la saison dernière du côté de Blois. Eric Nottage, il arrive quand même avec un CV très intéressant, mis à part, voilà, un court et furtif passage du côté de Antibes où il n'y avait pas grand chose à en dire, il a surtout performé du côté de la Suisse où il a connu la Coupe d'Europe, la FIBA Europe Cup, où il avait été très performant. C'est donc un recrue avec là aussi un beau CV et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner, d'autant plus que Thalys Soulac, qui est mon deuxième joueur à suivre, eh bien, est blessé et va rater le début de la saison. Et au vu de toutes les promesses qu'a affiché Thalys Soulac et au vu effectivement du standing un petit peu moindre de son pigiste médical Rudy de Moïse Balou, eh bien j'ai envie de dire que Eric Nottage va avoir un rôle d'autant plus important en début de saison. Thalys Soulac, donc forcément meilleur jeune de la saison passée, à voir quand elle sera en capacité de reprendre la compétition, mais en tout cas avec toutes les promesses qu'il a affichées, forcément mes yeux vont se poser sur lui pour voir s'il va encore être capable de passer un cap et d'accompagner Blois eh bien, dans le très haut du tableau. Enfin le dernier joueur que je vais suivre attentivement, forcément, j'en ai parlé, il a côtoyé les équipes de France Jeunes cet été, il a beaucoup de potentiel, c'est un poste 4, c'est Jonas Boulefa. J'ai très hâte de voir comment il va réussir à se développer du côté de l'ADA Blois qui a l'habitude aussi, à l'instar un petit peu de Poitiers Basket 86, à développer des jeunes et surtout à faire de ces jeunes eh bien, des joueurs performants. Du côté de mes craintes et de mes motifs d'espoir, je vais commencer par les craintes. Alors ce n'est pas forcément une crainte, mais c'est une interrogation que je vais poser en premier et que je vais vous poser. Est-ce que l'ADA Blois, après une très belle saison de retour à ce niveau-là, va être capable de faire aussi bien, voire même de faire mieux? C'est une question que je me pose, puisque la saison dernière, je n'avais pas forcément l'impression que l'ADA avait construit un roster pour être aussi dominants qu'ils l'ont été la saison dernière. Alors, vont-ils être capables de faire aussi bien, voire même de faire mieux, c'est-à-dire de monter directement en allant chercher la première place? C'est une question que je me pose. Ce n'est pas forcément des doutes que j'ai, ce n'est pas forcément une crainte, mais tout simplement, est-ce que l'alchimie, est-ce que le collectif va aussi bien prendre que ça a pris la saison dernière? Et avec forcément à côté des équipes qui se sont renforcées, eh bien, que peut-on réellement attendre de la saison à venir de l'ADA Blois? Ma deuxième interrogation, j'espère que ce n'est pas une crainte, mais simplement une interrogation, c'est quand est-ce que Thalys Soulac va être en capacité à pouvoir revenir et surtout à performer? Rater le début de la saison, rater une partie de la préparation, voilà, ce n'est pas forcément le plus facile, surtout au début de la saison, donc j'espère grandement qu'on pourra revoir Thalys Soulac très rapidement sur les terrains. Du côté de mes motifs d'espoir, voilà, très peu de départs, très peu de recrues, donc une grande continuité. Ça peut être l'une des grosses forces de l'équipe de David Morabito, pouvoir s'appuyer sur un socle de joueurs qui se connaît très bien et qui a performé. Ça peut être très important, notamment en début de la saison. Un autre aspect que j'aime énormément, c'est qu'il y a encore beaucoup de jeunesse avec Thalys Soulac, quand elle pourra reprendre, Maxime Sconard, et puis l'ajout d'un gros potentiel prometteur, Jonas Boulefa. Donc des joueurs avec beaucoup de potentiel, mais des jeunes aussi qui sont responsabilisés. On l'a vu, et je n'oublie pas non plus Lucas Hugolin et Fabien Damas qui restent des joueurs encore avec une grosse marge de progression et qui sont encore relativement jeunes. Enfin, mon dernier motif d'espoir est celui-là. C'est vraiment un motif d'espoir. Peut-être qu'on aura droit à une équipe de Blois qui sera revancharde après une élimination avec l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Très clairement, avec un socle de joueurs qui était là, eh bien Blois sera revanchard et surtout Blois va pouvoir s'appuyer sur cette expérience. Cette expérience d'avoir perdu au premier tour des playoffs, d'avoir disputé la pré-saison et les playoffs, c'est quelque chose peut-être qui va pouvoir leur servir aussi pour remporter les matchs qui vont compter pour pourquoi pas aller chercher la première place ou au pire pouvoir faire mieux et donc passer le premier tour et peut-être aller jusqu'en finale si d'aventure Blois se qualifie pour les playoffs, ce dont je ne doute absolument pas. Ça y est, on y arrive, la dernière équipe de cette preview et forcément, si vous avez bien suivi, eh bien il ne reste qu'une équipe, c'est la Chorale de Roanne. Alors la Chorale de Roanne, voilà, c'est le club que je supporte. Vous voyez donc d'ailleurs ce magnifique maillot, édition spéciale pour Octobre Rose la saison dernière. Eh bien Roanne, j'en avais parlé lors de mon bilan que j'ai fait à l'issue de la saison. Roanne a effectué de mon point de vue une saison assez décevante. Une saison assez décevante car Roanne, à l'instar de Blois, eh bien était l'équipe qui descendait de première division et qui avait affiché ses ambitions, celui d'un projet sur 3 ans de remonter dans l'élite. Et pour ce faire, eh bien, ils avaient fait un
mercato assez flashy, assez bling-bling, avec beaucoup de joueurs de haute qualité, un roster de qualité et également profond, et malgré ça, eh bien Rouen n'a terminé qu'à la 5e place. Pour se constituer donc un roster ambitieux la saison dernière, eh bien forcément Rouen avait pu s'appuyer sur des moyens quand même assez colossaux pour la division. Rouen possédait le 5e budget et la première masse salariale avec pas mal de joueurs, il me semble 5 ou 6 joueurs qui étaient positionnés dans le top 15 voilà, des plus gros salaires de Pro B. Donc ça montre quand même quels sont les moyens de Rouen, et forcément, après une saison que moi personnellement je qualifie de décevante avec une 5e place, une élimination au premier tour des playoffs par le Portel, voilà, qui a terminé avant-dernier de Betclic Elite et qui donc a intégré les playoffs d'accession de Pro B, eh bien on peut s'attendre à une équipe de Rouen revancharde et qui peut-être a mis la main en portefeuille pour se constituer un roster encore meilleur cette saison. Regardons tout ça en détail. Assez logiquement, il y a donc eu pas mal de départs à l'intersaison. En commençant par le secteur extérieur, on peut parler de Terrell Gomez. J'en ai parlé longuement de Terrell Gomez lorsque j'ai présenté le club de Quimper, puisqu'il a signé à Quimper. Il affrontera donc Rouen cette saison. Mathis Courbon, également l'un des joyaux de la formation corallienne, ne sera plus au club la saison prochaine. Il a cédé aux sirènes de la NCAA et globalement, il n'a pas eu énormément de temps de jeu et plus la saison avançait et moins il a été responsabilisé par Thomas Andrieux. Zeke Moore, également, qui avait rejoint le club au cours de la saison, évoluera à l'étage supérieur du côté de Dijon. Sean Tanner, qui avait été prêté par le CSP Limoges, va revenir au CSP Limoges. Et enfin, Kendall Smith, Benoît Mbala, qui eux aussi avaient rejoint le club en cours de saison, ne sont pas conservés, tout comme Bruno Singala-Mata. Pour compenser ces départs, eh bien Rouen a signé encore une fois un mercato assez ambitieux et un mercato très allégeant sur le papier. À commencer par, eh bien, majoritairement, que des joueurs qui évoluaient déjà à ce niveau-là la saison dernière, donc des joueurs que l'on connaît très très bien. Javon Masters et Matteo Lega, voilà, qui vont faire partie des lignes arrières, évoluer ensemble du côté du Champagne Basket. Javon Blair, l'arrière canadien, évoluait du côté du Poitiers Basket 86, où il a été l'un des meilleurs scoreurs de la division. Mathieu Wojciechowski, désolé pour la prononciation, évoluait du côté de Foss, avec qui malheureusement il a connu la descente. Aaron Leveretti était le meilleur rebondeur de Pro B la saison dernière du côté de l'ALM Évreux. Et enfin, Mathias Marcusson n'évoluait pas en Pro B la saison dernière, mais il l'a déjà côtoyé avec l'élan Chalon. Un mercato donc placé sous le signe de l'expérience de la division, vous l'aurez donc bien compris. Pour accompagner ces recrues, il y a quand même des joueurs qui sont restés du côté de la chorale et des joueurs qui sont importants dans le dispositif de Thomas Andrieux, à commencer par Antoine Diot, voilà, l'ex-international français, un joueur d'expérience et encore de grand talent. Dylan Afomama également, qui était là l'an dernier, Maxime Ross, forcément que l'on connaît tous, et bien sûr le poste 5, Florian Léopold, sans oublier Harvey Gauthier. Ce qui nous donne donc un roster de 11 joueurs professionnels, donc peut-être l'un des rosters les plus profonds, les plus larges de la division, avec des postes qui sont doublés, avec beaucoup de polyvalence également sur les profils, et globalement, un petit peu, je vais paraphraser ce que j'ai dit pour Orléans, lorsque je regarde la constitution de ce roster, eh bien je vois beaucoup d'expérience et je vois des joueurs qui connaissent cette division et qui ont performé dans cette division, je l'ai dit, avec Javon Blair qui a été l'un des meilleurs scoreurs de Pro B la saison dernière, Aaron Leveretti qui a été le meilleur rebondeur, donc on a un très très gros roster et un banc également qui est très bon. Hein. Lorsque l'on regarde le banc, eh bien le banc pourrait être l'un des 5 majeurs de quasiment toutes les équipes de Pro B, avec à la main le choix entre Harvey Gauthier ou Antoine Diot, Matteo Lega, aussi le sniper sur le poste 2, Mathieu Wojciechowski, qui peut jouer à la fois poste 3 ou poste 4, Aaron Leveretti, le meilleur rebondeur de Pro B la saison dernière, ou encore Mathias Marcusson, le géant suédois qui évolue en ce moment avec sa sélection nationale à l'Eurobasket. Un très gros roster et donc un choix de riche, un choix de luxe pour le coup pour le staff corallien. Dans cet effectif pléthorique, il y a quand même quelques joueurs que je vais suivre, à commencer par Javon Blair. Donc l'arrière canadien a été l'un des meilleurs scoreurs du Poitiers Basket 86 la saison dernière, le meilleur scoreur du PB et l'un des meilleurs scoreurs de la division. C'est donc un joueur que je vais suivre attentivement parce que Rouen a connu quelques difficultés, on va dire, de régularité avec ses postes 2 la saison dernière. Michael Hoggin, voilà, que je n'ai pas fait figurer parmi les départs parce qu'il a quitté le club en cours de saison, a été remplacé par Zeke Moore. Il y a eu quelques joueurs aussi qui sont arrivés avec Kendall Smith également. Il n'y a pas eu, voilà, de détonateur, le détonateur attendu sur les lignes arrières la saison dernière. C'est donc ce rôle-là que va devoir assumer Javon Blair. Va-t-il être capable de le faire dans une équipe
qui est forcément beaucoup plus profonde et avec de multiples options, ce qui n'était pas forcément le cas du côté de Poitiers. Je suis certain que oui, il en est très grandement capable, mais je vais quand même l'observer. Un autre joueur que je vais observer, et pas forcément pour les mêmes raisons, c'est Maxime Ross. Maxime Ross, on le connaît, c'est un joueur qui a la capacité très clairement pour jouer au-dessus en Betclic Elite. Maxime Ross, voilà, la saison dernière, eh bien, c'était une saison de reprise pour lui, car il avait été gravement blessé. Je m'attends donc à ce qu'il continue sa montée en puissance, et même si sur le poste 4, il y a aussi un fort joueur, Aaron Levaretti, eh bien, j'aimerais voir Maxime Ross encore un petit peu plus leader, avec encore un petit peu plus de responsabilité pour vraiment porter ce groupe vers la première place, vers la montée en Betclic Elite. En tout cas, c'est deux joueurs sur qui personnellement, je vais nourrir beaucoup d'attentes et forcément beaucoup d'espoir. Je vais maintenant parler de mes craintes et de mes motifs d'espoir. Alors, je vais commencer par mes craintes. Donc, la première crainte que je peux avoir avec un roster qui est aussi long, aussi profond et avec des joueurs très clairement qui ont un certain standing dans la division, et là c'est à peu près la même chose que je vais dire que la saison dernière, il va falloir réussir à construire une alchimie, à construire un collectif et à construire une hiérarchie. Et si je dis ça, c'est parce que très clairement, à mon sens, c'est en partie ce qu'il a manqué la saison dernière, avec voilà des joueurs interchangeables et peut-être une répartition des temps de jeu qui était un petit peu trop homogène, on va dire. Il a peut-être manqué d'une hiérarchie. Quels sont les leaders, quels sont les joueurs qui prennent leurs responsabilités dans les moments chauds. Il a manqué d'une hiérarchie la saison dernière et j'ai l'impression que le recrutement effectué en ce sens, eh bien, peut tendre à un semblant de hiérarchie, ou en tout cas à une meilleure hiérarchie cette saison, avec des joueurs voilà, qui vont être capables de se sacrifier pour le collectif et qui ne vont pas forcément tirer la couverture à eux. J'ai l'impression que de ce côté-là, on y est, mais maintenant, encore une fois, faut-il traduire ça entre ce que l'on dit sur le papier et ce que l'on va voir sur le terrain. C'est ce qui a manqué aussi la saison dernière. Un deuxième point que je vais beaucoup observer, c'est la capacité à Rouen à être dans un niveau de performance et à performer donc en déplacement à l'extérieur. Rouen était très fort à la Halle Vacheresse, par contre en déplacement c'était très clairement pas ça. Et dans la régularité d'ailleurs, eh bien je vais beaucoup regarder ce que Rouen va produire, car après un début de saison qui avait été très prometteur et très victorieux, eh bien Rouen s'est totalement, alors je ne vais pas dire écroulé, car ils ont gagné des matchs quand même sur la deuxième partie de saison, mais lorsque l'on compare la première partie de saison et la deuxième partie de saison de la chorale la saison dernière, eh bien la chorale a été plus performante sur la première partie de saison plutôt que sur la deuxième, ce qui peut paraître surprenant parce que en descendant, eh bien Rouen avait quasiment totalement renouvelé son effectif. Donc je vais regarder beaucoup la régularité de Rouen dans son niveau de performance à l'extérieur et au global sur l'ensemble de la saison. Si Rouen veut monter, ça passe peut-être aussi par aller chercher cette première place, car on sait à quel point c'est très compliqué de remporter les playoffs d'accession. Rouen donc va devoir être performant de la première à la dernière journée du championnat. Le troisième point maintenant dont je vais parler, c'est pas d'excuses. Rouen a très clairement un statut de favori, c'était le cas la saison dernière, ça va encore une fois être le cas cette saison, avec un recrutement qui semble un petit peu avoir comblé les lacunes. J'y reviendrai juste après avec mes motifs d'espoir, mais Rouen, sur le papier, c'est une armada, c'est un potentiel, je dis bien un potentiel rouleau compresseur. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut pouvoir traduire ce que l'on pressent, ce que l'on observe comme promesse sur le papier, à ce que l'on va voir dans la réalité sur le terrain. Mais en tout cas, Rouen a un statut de favori, et l'année dernière, voilà, ça m'a un petit peu agacé d'avoir des conférences de presse d'après-match de la part notamment de Thomas Andrieux et du coaching staff, eh bien, qui pointait parfois le manque de fatigue, voilà, l'enchaînement des matchs, alors que c'est tout simplement la même chose pour toutes les équipes. Toutes les équipes n'ont pas la chance également de pouvoir changer et d'ajuster leur roster comme ça a été le cas pour Rouen la saison dernière, et globalement on est sur un roster très profond avec des joueurs qui pourraient être voilà, dans le 5 titulaire de n'importe quel club de Pro B, que ce soit des joueurs du 5 majeur ou des joueurs du banc de la chorale. Donc très clairement, Rouen a un statut de favori, il faut arrêter les excuses. Rouen a les moyens sur le papier pour être l'une, voire la meilleure équipe de la division. Maintenant, il va falloir tout simplement assumer son statut de favori et ne pas chercher à se cacher derrière des excuses qui sont valables pour toutes les équipes de Pro B. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, eh bien tout simplement, et je pense que vous l'avez compris et je pense que vous le voyez si vous suivez un petit peu ce championnat, on est peut-être sur le plus bel effectif sur le papier, à la fois en termes de qualité et en termes de quantité. Alors oui, c'est peut-être quelque chose que j'ai un petit peu dit sur le SCAB, mais sur le SCAB, il y a une marge de progression et une jeunesse qui fait que à l'instant T,
aujourd'hui, eh bien, on est sur un roster qui est peut-être un petit peu moins qualitatif, et je dis bien à l'instant T, puisque les joueurs du SCAB et la jeunesse du SCAB va progresser tout au long de la saison, et les joueurs vont atteindre leur plein potentiel, soit à la fin de la saison, soit peut-être même dans certaines années. Là, à Rouen, on est sur un roster qui a de l'expérience, on est sur des joueurs qui sont dans leur prime, et très clairement, avec l'un des meilleurs scoreurs de Pro B la saison dernière, le meilleur rebondeur, des joueurs voilà, qui ont été internationaux avec Antoine Dio, Maxime Ross et d'autres joueurs qui sont très complémentaires, Mathias Marcusson qui va apporter de la dissuasion qui a pu manquer la saison dernière, des joueurs qui vont venir renforcer le secteur du rebond, et bien pour moi on a là le meilleur effectif sur le papier de l'élite 2. Deuxième point, deuxième motif d'espoir, c'est que au-delà d'avoir un effectif de qualité, on a un effectif expérimenté avec de la stabilité. De la stabilité car il y a quand même de la continuité avec des joueurs qui sont restés et un effectif expérimenté car je l'ai dit, oui, il y a des joueurs qui sont habitués à évoluer à ce niveau-là. Tous les joueurs recrutés par la chorale cet été sont des joueurs qui ont déjà évolué en Elite 2, voire qui ont effectué la quasi-majorité de leur carrière en Elite 2 à ce niveau-là. Donc, en termes de problèmes d'adaptation ou de questionnement sur l'adaptation d'un joueur, eh bien, très clairement, Rouen omet tous ces doutes-là. On est sur des joueurs qui connaissent la division, qui ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de dominer à ce niveau-là. Donc ça, c'est un motif d'espoir et ça va faire gagner du temps à Thomas Andrieux pour le début de la saison. J'ai un petit peu commencé à parler également des problèmes qu'a pu avoir Rouen la saison dernière. Eh bien, tout simplement, lorsque je regarde le profil des joueurs qui ont été recrutés et surtout l'assemblage du roster final, j'ai quand même l'impression que le paquet a été mis pour recruter des joueurs qui vont pouvoir combler les lacunes. J'ai commencé un petit peu à parler du secteur du rebond. Mathias Marcusson, Mathieu Wojciechowski, Aaron Leverity, qui étaient les meilleurs rebondeurs, vont permettre de combler cette grosse lacune qu'avait Rouen la saison dernière au niveau du rebond. J'ai parlé du manque de hiérarchie avec des joueurs voilà, qui pouvaient prétendre à être des titulaires dans la quasi-totalité des équipes et à jouer 25 voire peut-être même 30 minutes. Eh bien cette saison, certes, Rouen a aussi fait un recrutement très alléchant et très attrayant, mais avec des joueurs qui sont aussi des joueurs d'équipe, ce qui a peut-être manqué la saison dernière, des joueurs qui vont être des soldats, qui vont être capables de sacrifier pour l'équipe, que ce soit Javen Masters, Matteo Lega ou Mathieu Wojny, on va l'appeler comme ça, bien j'ai l'impression que ce sont des joueurs qui peuvent assez facilement accepter, sortir du banc et surtout être impactants sur des temps de jeu un peu plus courts. Parce que oui, la saison dernière, il y a quand même eu une rotation et une répartition des temps de jeu. Là, cette saison, j'ai l'impression qu'on va plus avoir des joueurs capables d'être impactants et importants sur des courts temps de jeu et ça, c'est quelque chose de positif dans l'établissement d'une hiérarchie. Enfin, et c'est mon dernier point positif, oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur la chorale de Rouen, eh bien, ça va se situer au niveau de la raquette. Donc, on a parlé du secteur du rebond. J'ai quand même envie de dire que la raquette, cette année, me semble beaucoup plus complémentaire. On pouvait douter un petit peu de la complémentarité qu'il pouvait y avoir la saison dernière, notamment sur le poste 5, avec le duo Bruno Sangalamata et Florian Léopold, avec le recrutement de Mathias Marcusson. On est sur un profil de joueur assez atypique, certes, je vous l'accorde, mais qui me semble être plus complémentaire que Bruno Sangalamata pour aller avec Florian Léopold. Mathias Marcusson, on le connaît, on a pu l'apercevoir avec l'élan Chalon et s'il pouvait apporter, eh bien c'est un pivot déjà qui est très grand, hein, il fait plus de 2m10, voire 2m15 il me semble, 2m17 peut-être même qu'il fait, eh bien il va pouvoir amener une présence, une dissuasion défensive certes, et puis aussi ça va permettre aussi un jeu d'attaque un petit peu différent avec un joueur capable d'aller chercher le ballon très haut, de capter des lobes. Certes, n'est pas un joueur qui va avoir une mobilité latérale de fou malade, mais c'est aussi pour ça eh bien, que Florian Léopold va pouvoir aussi apporter des qualités qui vont être autres que Mathias Marcusson. Et sur le poste 4, eh bien là aussi je n'en avais pas parlé, la saison dernière, Rouen avait commencé avec Dante Thomas qui était parti relativement tôt, remplacé notamment par Ben Mbala. Eh bien cette saison, lorsque l'on compare avec le début d'effectif la saison dernière et le début d'effectif cette année, eh bien Rouen a été chercher Aaron Leverity qui a été quand même le meilleur rebondeur de Pro B et qui avait un impact énorme dans une équipe certes du bas de tableau, mais un joueur qui a montré qu'il était un très bon joueur de la division. Et donc oui, là aussi en termes de complémentarité entre Aaron Leverity qui est un joueur qui peut jouer proche du cercle et Maxime Ross qui est un ailier de formation et qui a l'une des meilleures adresses à 3 points du championnat, et bien là aussi on voit directement la complémentarité et donc en termes de polyvalence et d'options tactiques à sa disposition, là encore Thomas Andrieux va avoir un choix de luxe. Et oui,
La présentation de l'équipe de Rouen est terminée et donc la présentation des 20 équipes sur la ligne de départ de la saison 2025-2026 d'Elite 2 arrive à son terme. Il est temps, voilà, d'afficher le tableau prévisionnel, le classement prévisionnel. Et donc voilà, je vous le rappelle, dans cette vidéo, eh bien, j'ai placé à la 6e place de mon classement l'équipe de Caen, suivie de Pau Orthez, du SCAB, et sur le podium, eh bien, on va retrouver Orléans à la 3e place, l'ADA à la 2e, et enfin, la Chorale de Roanne, j'espère, terminera à la 1re place de mon classement. N'hésitez pas à me faire part, vous, de votre classement prévisionnel par rapport au mien. Quelles sont les équipes que vous voyez surperformer, peut-être lesquelles vous voyez sous-performer. En tout cas, à travers cette présentation des 20 équipes d'Elite 2, eh bien, j'espère que d'une part, ça vous a donné envie de suivre l'Elite 2 la saison prochaine, et d'autre part, j'espère que ça va vous donner envie de réagir sur ma présentation des différentes équipes. Est-ce que vous trouvez que j'ai été un petit peu sévère avec certaines équipes? Est-ce que vous trouvez que dans la description que j'ai pu faire aussi des joueurs, eh bien, peut-être que je n'y étais pas forcément? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et quant à moi, eh bien, il est temps de conclure cette vidéo. Déjà, j'espère que vous avez apprécié cette série de 3 vidéos pour présenter, faire un petit peu de teasing sur la saison qui va venir. Et surtout, j'espère que vous allez suivre forcément les prochaines vidéos qui vont arriver. Car oui, après avoir fait les previews des équipes d'Elite 2, il est maintenant temps de nous pencher sur la preview des équipes de Betclic Elite qui vont arriver très vite, ne vous inquiétez pas. C'était Ben pour Backcourt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour la présentation des previews des clubs de Betclic Elite. À bientôt, bye bye!